dans le bilan triennal 2017-2019. Sur ce bilan triennal 2017-2019, on avait très précisément 47% des communes qui étaient parvenues à remplir leur objectif triennal et donc, par définition, l'autre moitié n'y parvenant pas. Donc, pour faire simple, en fait, on a un sujet majeur de soutenabilité du dispositif pour 500 à 600 communes, quoi. C'est à peu près ça, notre sujet. Donc, du coup, si maintenant ah oui, peut-être une petite illustration quand même, c'est pas inintéressant. Je vous ai mis 2 cartes pour situer finalement cet enjeu article 55 de la loi SRU. Vous avez là sous les yeux l'ensemble des communes déficitaires, les 1100 communes déficitaires qui sont soumises à rattrapage. Vous voyez un peu leur distribution géographique. On voit tout de suite au travers de cette carte qu'on a quand même 2 gros sujets de concentration sur, on va dire, la ceinture, le pourtour méditerranéen, donc PACA et le littoral occitan, et sur l'Île-de-France. Après, évidemment, il y a des sujets aussi ailleurs, mais quand même globalement, ce sont ces 2 grands territoires qui concentrent très largement, quantitativement en tout cas, les enjeux SRU. Je vous ai mis, la carte est un peu moins lisible, mais on pourra la refaire, la carte aussi des communes carencées, des 280 communes carencées actuellement. Là aussi, on voit, sans surprise, que finalement, la concentration de ces communes carencées actuellement, c'est principalement le pourtour méditerranéen et notamment la région PACA, qui est de loin la région la plus concernée et la plus en difficulté aussi en matière d'application de l'article 55 et, sans surprise, l'Île-de-France. Voilà, et puis je vous propose maintenant qu'on rentre du coup dans le vif du sujet et dans les innovations apportées par la loi 3DS, avec tout d'abord donc la première mesure phare qui est l'introduction d'un dispositif de rattrapage plus soutenable pour les communes déficitaires. Et donc, cette soutenabilité du dispositif, elle passe principalement par 2 choses. La première, c'est la suppression pure et simple de l'échéance de 2025, échéance de 2025 donc, qui était rentrée dans le dispositif SRU suite à l'adoption de la loi Duflot à l'époque, puisque vous savez que dans la loi SRU initiale de décembre 2020, il n'y avait pas en tant que telle cette échéance de 2025 gravée dans la loi. Elle était intervenue bien plus tard au travers de la loi Duflot. Et du coup, cette échéance de 2025, pour nombre de communes, et en particulier pour les 500 à 600 communes en difficulté que j'évoquais tout à l'heure, elle faisait figure d'un véritable mur, un mur souvent infranchissable. Donc, suppression de cette échéance et remplacement finalement de cette échéance qui elle-même, s'il vous plaît, il y a encore des micros qui sont allumés, c'est assez pénible. Merci si vous pouvez les couper parce que je pense que c'est désagréable pour tout le monde. Donc, la suppression de cette échéance de 2025, elle induit également de facto, d'une certaine manière, la suppression de la progressivité de chaque triennale, la progressivité automatique du taux de rattrapage propre à chaque triennale, au profit de la fixation d'un taux de rattrapage triennal de référence égal à 33% du déficit en logements sociaux. Donc 33% qui, donc, dès le prochain triennal, dès le triennal 2023-2025, deviendra le taux de rattrapage de droit commun et se substituera donc au taux actuel pour le triennal en cours là, de 50% et au taux qui aurait été appliqué si on n'avait pas modifié la loi lors du triennal 2023-2025 de 100%. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, néanmoins, une fois qu'on a mis en place ce taux de référence à 33% du déficit, il faut quand même être conscient que l'introduction de ce taux de triennal de référence fixe et glissant présente néanmoins un certain nombre d'inconvénients. Notamment, il présente un vrai inconvénient, c'est que pour les communes qui s'approchent de l'objectif, en fait, finalement, plus la commune se rapproche de l'objectif, plus finalement ce taux peut être générateur d'un phénomène de décélération de la production, de décélération très significative de la production qui n'est pas du tout souhaitable. Et d'autre part, vous vous en doutez, avec un taux à 33%, dès lors que finalement on s'approche de l'objectif, on a un phénomène un peu asymptotique qui fait que l'objectif, on le caresse en permanence sans jamais l'atteindre et encore moins le dépasser. Du coup, ça peut durer de manière indéfinie. Du coup, 2 correctifs qui sont dans la loi et qui présentent un caractère automatique
Ce taux de 33%, ce taux de référence de 33%, se commue en 50% dès lors que la commune est arrivée à moins de 4 points de son objectif, dès qu'elle est dans une zone comprise entre 2 et 4 points de l'objectif. Et il se commue automatiquement en 100% dès lors que la commune présente un écart inférieur à 2 points de l'objectif. Donc, en clair, pour une commune qui est soumise à un taux de rattrapage de 25%, dès qu'elle a franchi le seuil de 23% de logements locatifs sociaux, elle est soumise à ce taux de rattrapage automatique de 100%. Et encore une fois, c'est pour éviter cette très forte décélération des objectifs et donc ce caractère asymptotique à l'approche de l'objectif. La loi 3DS en profite aussi pour réajuster, alors c'est très très marginal, mais je le signale quand même, pour réajuster les conditions applicables aux communes dites nouvelles entrantes, puisque vous savez que tous les ans, on a quelques communes qui rentrent dans le dispositif SRU. Alors, ça peut être principalement, la principale cause d'entrée dans le dispositif SRU, c'est le franchissement des seuils démographiques, des seuils démographiques d'éligibilité. Ça peut être aussi, plus rarement aujourd'hui, mais ça l'a été plus à une certaine époque, du fait de l'évolution de la carte des intercommunalités ou même éventuellement de l'évolution de la carte des agglomérations INSEE, qui est actualisée à peu près tous les 10 ans par l'INSEE. Donc finalement, il peut y avoir plusieurs causes de rentrer dans le dispositif. Et pour ces communes dites nouvelles entrantes, la loi aujourd'hui prévoyait déjà un régime spécifique, un régime plus favorable, et c'est normal, un régime d'entrée beaucoup plus progressive dans le dispositif. Et là, pour le coup, 3DS vient adapter à nouveau ce dispositif nouvelles entrantes de manière très modeste, en prévoyant que finalement, pour une commune nouvelle entrante, le premier triennal se verra appliquer un taux de rattrapage de 15% au lieu de 20% avant que l'on modifie la loi, puis 25% pour le second triennal, ça c'était la situation actuelle, avant évidemment au troisième triennal d'être soumis au taux de droit commun de 33%. Et puis pour les quelques communes, ça arrive aussi, qui rentrent en cours de triennal et qui donc n'ont pas un premier triennal complet, le taux d'entrée de ce triennal incomplet est de 10% contre 15% aujourd'hui. Donc, on voit un très léger abaissement de ces taux d'entrée dans le dispositif pour les nouvelles communes entrantes. Voilà les principales mesures sur la nouvelle définition des triennaux. Je ne sais pas, Claire, si tu veux qu'on marque un tout premier temps d'arrêt avant de passer au deuxième gros sujet qui est le contrat de mixité sociale et sa possibilité d'adapter ces objectifs que je viens de présenter. À vous de me dire. Peut-être qu'on peut avancer sur le contrat de mixité sociale. Allez. Parce que je pense que les deux sont liés en fait. Oui, je partage. Donc, deuxième objectif que l'on poursuit au travers de 3DS, c'est de favoriser l'adaptabilité au territoire. Vous savez qu'aujourd'hui, le dispositif SRU a sans doute plein de qualités, mais s'il y a bien une qualité qu'il n'a pas forcément, c'est son adaptabilité au territoire. Le système SRU est un système assez général, assez vertical et très réglementé, qui n'avait pas été initialement forcément conçu avec la vocation première de s'adapter aux situations locales et à la diversité des situations locales, ce qui constituait d'ailleurs un facteur de critique important de la part de nombreux élus. Et du coup, cette critique a été entendue et on crée donc de manière très innovante dans SRU une capacité d'adapter ces objectifs de rattrapage et avec le choix qui a été fait pour le coup, vous voyez que ça va quand même assez loin, d'adapter ces objectifs de rattrapage par la voie contractuelle entre la commune concernée, l'État et l'EPCI. Et donc, ce nouveau cadre d'adaptation des objectifs de rattrapage contractuels, c'est le contrat de mixité sociale qui fait donc son entrée dans la loi. Et c'est tout à fait logique que la loi, du coup, intègre cet outil, puisque c'est lui qui va finalement permettre d'adapter à certaines situations locales le taux de rattrapage triennal du déficit. Donc, il fallait finalement
intégrer dans la loi ce dispositif. Vous savez que le CMS, en fait, il a déjà aujourd'hui une existence. Depuis 2015, il a une existence, mais qui est liée à une simple instruction ministérielle de 2015, et que jusqu'à présent, en tout cas, ce contrat de mixité sociale, malgré tout l'intérêt qu'il présente, et il a été utilisé par de très nombreuses communes, il n'avait en revanche aucune capacité à venir adapter les dispositions générales prévues par la loi. Désormais, il a cette possibilité, et donc il acquiert évidemment une force beaucoup plus importante. Donc ce CMS, c'est un cadre d'engagement qui va permettre d'adapter les objectifs et qui va permettre aussi à la collectivité de contractualiser avec l'État et le PCI les moyens nécessaires à l'atteinte des résultats attendus et à la réalisation des objectifs. Avec la possibilité du coup de venir adapter durant 3 triennaux consécutifs, donc 9 ans en fait, 9 ans maximum, d'adapter les objectifs de rattrapage que j'évoquais tout à l'heure. Il y a encore des micros ouverts, s'il vous plaît. Merci de les fermer. Donc, d'adapter ces objectifs de rattrapage de la manière suivante. Le taux de rattrapage de droit commun de 33% va pouvoir, dans le cadre du contrat de mixité sociale, être abaissé à 25%. Le taux de rattrapage de 50%, donc qui s'applique, vous savez, automatiquement, dès lors qu'on est à moins de 4 points, à 4 points de la cible, va pouvoir être abaissé à 40% par la conclusion d'un contrat de mixité sociale. Et enfin, le taux de 100%, qui s'applique, vous le savez, aux communes qui sont à moins de 2 points de leur objectif, va pouvoir être abaissé à 80% dans le cadre d'un contrat de mixité sociale. Donc, vous voyez cet effet très important que peut avoir le CMS de venir adapter les objectifs et pour le coup, avec quelques particularités qu'a prévu le législateur et que je vais vous présenter rapidement, pour vous dire que dans le cas des 3 grandes villes de Paris, Lyon et Marseille, les 3 grandes villes en fait, qui disposent d'arrondissements, le CMS va fixer des objectifs déclinés par arrondissement. C'est le seul cas dans lequel, finalement, il y a une exigence dans la loi de décliner les objectifs de manière infracommunale dans ces 3 communes au travers du CMS et en priorisant les arrondissements comportant moins de 15% de logements locatifs sociaux. Ça, c'est les termes qu'a retenu le législateur. En revanche, je vous précise tout de suite que cette déclinaison par arrondissement, au moment du bilan triennal, au moment du bilan de réalisation des objectifs triennaux, n'est pas susceptible à elle seule d'emporter la carence. Autrement dit, l'examen du bilan et notamment l'examen de la carence restera, dans tous les cas, et ça c'est prévu par la loi, restera effectué à l'échelle communale et à l'échelle communale seule, et non pas à l'échelle de l'arrondissement. Autrement dit, une commune qui aurait atteint ses objectifs à l'échelle communale, mais qui ne les aurait pas atteints dans certains arrondissements, ne sera pas susceptible de faire l'objet d'un constat de carence. Ça, c'est prévu noir sur blanc dans 3DS. Donc finalement, ces objectifs à l'échelle de l'arrondissement, ils ont plutôt, en clair, une valeur d'orientation politique, une valeur indicative, mais sans effet juridique véritable. Le deuxième aspect important, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure donc du coup de la possibilité d'abaisser les objectifs par CMS durant 3 triennaux successifs, autrement dit durant 9 ans. Cette limitation à 3 triennaux successifs ne s'applique pas à 2 catégories de communes. Alors la première, la plus simple, c'est les communes de moins de 5000 habitants. Pas de limitation dans le temps à l'abaissement des objectifs dans un contrat de mixité sociale pour les communes de moins de 5000. Pas de limitation dans le temps non plus, et là c'est un tout petit peu plus compliqué, pour les communes qui comporteraient entre 30 et 50% de leur territoire urbanisé soumis à des inconstructibilités. Alors, inconstructibilités issues notamment de plans de prévention des risques, de servitude d'ICPE ou de plans d'exposition au bruit, par exemple. Donc, vous l'avez compris, en fait, on retrouve là finalement un mécanisme qui est calé sur le mécanisme actuel de l'exemption. Vous savez que toute commune qui dispose aujourd'hui de 50% ou plus de son territoire urbanisé soumis à une inconstructibilité de ce type-là
est exemptable. Et ce que le législateur a souhaité faire, le législateur a souhaité faire un geste à destination des communes qui n'atteignent pas ce taux de 50% d'inconstructibilité, mais qui s'en approchent quand même, entre 30 et 50%, en leur offrant cette possibilité d'avoir finalement un CMS abaissant sans limitation de durée. L'autre point qu'on peut souligner, c'est la possibilité que le CMS, je vous ai dit qu'il y a 3 signataires minimum, le préfet, le maire et le président de l'EPCI. Le législateur a souhaité que ce CMS puisse être finalement également signé. Ça n'est qu'une possibilité, pas une obligation, par tout acteur qui est susceptible également de contribuer à la réalisation des objectifs. Évidemment, on pense en premier lieu à des bailleurs sociaux, on pense par exemple aussi à un EPF, etc. Ce CMS, dès lors qu'il abaisse les objectifs triennaux, fait l'objet d'une annexion au PLH par simple délibération de l'autorité compétente, hein, c'est-à-dire de l'EPCI. Et puis, enfin, dernier point important, le préfet, c'était aussi un souhait du législateur, le préfet a obligation de proposer un contrat de mixité sociale aux communes qui font l'objet d'un constat de carence, donc aujourd'hui 280 communes au titre de la période actuelle. Alors, je vous précise tout de suite que, bien évidemment, cette obligation de proposer un CMS à la commune ne vaut pas évidemment obligation de conclure le CMS, tout simplement parce que pour conclure le CMS, encore faut-il être d'accord. Bien évidemment, je ne vais pas m'étaler sur le sujet de la définition de ce qu'est un contrat, mais vous vous doutez bien qu'un contrat, par définition, ne peut être conclu que lorsqu'il y a accord de l'ensemble des parties. Sinon, par définition, ça n'est pas possible et le CMS ne déroge pas à cette règle de définition de ce qu'est un contrat. Pour terminer, dans cette capacité d'adapter par la voie contractuelle, je vous signale aussi que le législateur, enfin on l'a conçu ensemble finalement, en lien avec nous, enfin en lien avec le gouvernement, le législateur a aussi construit une variante du contrat de mixité sociale qui permet de mutualiser à l'échelle de l'EPCI, qui permet de mutualiser entre communes déficitaires les objectifs de rattrapage. Donc non seulement de les abaisser, mais également de les mutualiser entre communes. Alors ça ne vaut évidemment exclusivement entre communes déficitaires, il n'y a pas de possibilité de mutualisation avec des communes qui ne seraient pas déficitaires au sens de l'article 55 de la loi SRU, pour une durée maximale de 2 périodes triennales consécutives et pas 3. Ça suppose que le PCI soit couvert par un PLH exécutoire. Ça suppose aussi 2 choses très importantes, que l'objectif assigné à chaque commune ne puisse être inférieur à la moitié de son objectif de réalisation, donc la moitié de l'objectif de réalisation qu'elle aurait eu à assumer s'il n'y avait pas eu la conclusion de ce contrat. Donc c'est un plancher de réalisation minimale dans chaque commune déficitaire et en revanche, de manière plus globale à l'échelle du contrat, que l'ensemble des objectifs de toutes les communes déficitaires soit bien satisfait par la conclusion du contrat. C'est-à-dire que la somme des objectifs de l'ensemble des communes déficitaires doit se retrouver au total dans la conclusion de ce contrat dit mutualisant à l'échelle communale. Alors, bien évidemment, dans ce type de contrat mutualisant, la commune déficitaire qui accepterait des objectifs supplémentaires au détriment d'une autre doit forcément avoir donné son accord. Cela dit, ça va un peu de soi, puisque, encore une fois, on est sur un contrat et on peut imaginer que si elle ne donnait pas son accord, de toute façon, en aucun cas, le maire ne signerait le dit contrat. Et cette variété de contrats, ce contrat donc mutualisant, est soumis à avis, alors avis simple, hein, mais il est obligatoirement soumis à avis de la Commission nationale SRU, à la différence du contrat de mixité sociale classique, le contrat qui se contente d'abaisser les objectifs sans les mutualiser entre communes déficitaires, qui, lui, n'est pas soumis obligatoirement à l'avis de la CNSRU. Pour terminer, une rapide illustration, parce que parfois, un petit exemple vaut mieux que le propos, un propos plus théorique. Pour prendre un exemple très, très simple, hein, l'exemple d'une commune qui aurait un déficit, une commune déficitaire, donc
qui aurait 500 logements locatifs sociaux de déficit par rapport à sa cible à atteindre de 25%. Actuellement, vous le savez, dans le cadre du triennal actuel, le triennal 2020-2022, son objectif triennal s'élève au moins à 250 logements, c'est-à-dire 50% de son déficit, la moitié de 500. Si on n'avait pas touché la loi SRU au travers de 3DS lors du triennal suivant, le triennal 2023-2025, qui va commencer l'année prochaine, elle aurait eu un objectif au moins aussi important, égal à 100% de son déficit. Ça, c'est bien connu. Alors maintenant, avec les apports et les évolutions de 3DS, que se passera-t-il pour cette commune? Eh bien, d'une part, son objectif triennal à 33% s'élèverait à 165 versus 250. Il pourrait même être abaissé jusqu'à 125 dans le cadre d'un contrat de mixité sociale abaissant, le contrat de mixité sociale classique, voire même, et donc ce taux pourra être reconduit durant les 2 triennaux suivants, ce taux de rattrapage de 25% avant d'être à nouveau soumise au taux de référence de 33%. Et donc, en cas de conclusion d'un CMS dit mutualisant, qui ne se contente pas d'abaisser, mais qui mutualise les objectifs entre communes déficitaires, ce taux ce rattrapage triennal pourrait, lui, cette fois, être abaissé dans la limite de 83 logements à l'échelle de la commune. Alors, on est bien d'accord, ça suppose en revanche que le différentiel soit pris en charge par d'autres communes. Voilà, peut-être on peut cette fois marquer le temps d'arrêt qu'on évoquait tout à l'heure, Claire. Oui, merci beaucoup pour cette première partie de présentation, très, très précise, très claire. Alors, moi, j'ai une question, et je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver dans le chat, mais j'ai une question assez simple. Quel est le calendrier d'application qui se met en place? Première question. Et puis, est-ce que c'est d'effet immédiat et à partir de quel triennal ça va commencer à se mettre en œuvre? Et puis, deuxième question, que se passe-t-il si un EPCI ne souhaite pas, si une intercommunalité ne souhaite pas finalement valider le contrat de mixité sociale que demanderait une commune? Et puis ensuite, on passera peut-être aux questions du chat. Bien, alors, première réponse à la première question, quand est-ce que toutes ces dispositions que je viens de présenter rentrent en vigueur? Elles rentrent en vigueur dès le prochain triennal, autrement dit, elles sont pleinement applicables au 1er janvier 2023 et s'appliquent donc pleinement au triennal 2023-2025. Autrement dit, tout ce que je viens de vous présenter là est sans impact sur le triennal en cours, le triennal qui se termine, et dont on dressera d'ailleurs le bilan en début d'année prochaine. En revanche, vous l'avez compris, si on veut pouvoir appliquer tout ça lors du prochain triennal, qui démarre dès le 1er janvier prochain, c'est maintenant qu'il faut s'y préparer. Et donc, en fait, le message est clair. Les contrats de mixité sociale qui s'appliqueront au triennal 2023-2025, c'est maintenant qu'il faut entamer leur préparation et leur mise au point. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse à ta question, Claire, qui était donc du coup attends. Que se passe-t-il, voilà, si une commune… Le PCI ne veut pas signer, oui. Voilà. Aujourd'hui, pour le coup, le législateur a imposé cette signature tripartite. Et tel qu'est rédigée la loi aujourd'hui, un contrat de mixité sociale auquel n'adhérerait pas le président de l'EPCI ne peut pas prospérer et ne peut pas être conclu, et donc ne peut pas abaisser les objectifs. Et dans cette hypothèse, la commune concernée se retrouverait soumise au taux de rattrapage légal, c'est-à-dire soit 33%, soit, selon sa situation, 50, voire 100% si elle est à moins de 2 points de sa cible. Mais la signature par le président de l'EPCI est aujourd'hui un incontournable, c'est-à-dire qu'il est impératif de trouver un accord à 3 pour conclure un contrat de mixité sociale.
Voilà, ce qui va bien dans le sens du principe de la SRU et d'ailleurs des débats qu'on a eus autour des conditions d'exemption. Alors, je lis deux, trois questions qui arrivent, mais je pense que tout le monde peut les lire. Intérêt d'une commune déficitaire de prendre des objectifs supplémentaires dans le cadre du contrat de mixité sociale? Alors, très clairement, pour la commune qui prendrait à sa charge des objectifs supplémentaires, l'intérêt en tant que tel, il n'y en a pas vraiment. Il y en a pas vraiment pour celui qui augmenterait, puisque vous l'avez compris, comment dirais-je, le fait de prendre à sa charge des objectifs supplémentaires, en soi, n'a pas d'intérêt réel pour la commune qui le fait, puisque dans tous les cas, si elle avait dépassé ses objectifs dans le cadre du triennal, parce qu'elle en avait la capacité, bien évidemment, ce dépassement d'objectif serait également mis à son crédit. Voilà, donc en tant que tel, il n'y en a pas. Je pense que c'est plus le seul cas éventuellement qu'on pourrait imaginer. C'est que sur un triennal donné, une commune ait des réelles capacités à dépasser son objectif, tout simplement parce que pendant les 3 ans qui viennent, elle va sortir des opérations d'aménagement un peu exceptionnelles, qui vont lui donner de la capacité à produire plus que la moyenne. Et qu'en revanche, elle anticiperait le fait que quelques années plus tard, elle va connaître une période plus difficile et qu'elle pourrait du coup finalement avoir une sorte d'échange de bons procédés avec une autre commune déficitaire qui se trouverait dans la situation inverse. Voilà. Là, on pourrait dire qu'il y a peut-être un intérêt, il pourrait y avoir un intérêt pour la commune qui prendrait à sa charge des objectifs complémentaires. Après, très honnêtement, c'est comme toutes les mesures de solidarité. C'est une mesure de solidarité intercommunale. Hein. Dans la solidarité intercommunale, on peut toujours s'interroger sur tous les dispositifs. Quel est l'intérêt de celui qui prend à sa charge plus, comment dirais-je, pour décharger l'autre? C'est toujours un peu le même principe. En tout cas, le législateur a été intéressé par la valorisation de cette solidarité intercommunale. Nous-mêmes, on y a adhéré, et donc on a mis au point avec lui ce dispositif du CMS dit mutualisant, qui s'inspirait aussi déjà un peu de dispositifs antérieurs qui existaient. Vous avez sans doute tous en tête le PLH mutualisant, qui d'ailleurs depuis 3DS n'existe plus, hein, puisqu'il est supprimé. Vous avez probablement aussi en tête l'expérimentation d'Aubresse, qui n'a d'ailleurs jamais connu de territoire d'expérimentation, qui était prévu dans la loi Elan, hein, et qui également est abrogée par 3DS. C'est aussi en pensant à ces deux dispositifs qu'on a conçu avec le Sénat d'ailleurs. C'est avec le Sénat, lors de la première lecture, qu'on a mis au point ce dispositif de compromis. C'est un peu en pensant aussi à ces deux dispositifs que 3DS supprime, qu'on a mis au point ce CMS mutualisant. Mais je l'admets, pour la commune qui prend à sa charge des objectifs supplémentaires, il n'y a pas, à court terme en tout cas, d'intérêt réel en tant que tel. Il y a surtout un intérêt pour la commune qui se verrait temporairement déchargée d'une partie des siens. Ce qui veut dire qu'il est possible d'intégrer des communes non déficitaires dans le cadre du contrat, dans le cadre de cette répartition mutualisante. Non, ça en revanche, ça ne marcherait pas. Non, c'est uniquement des communes déficitaires. Ça, pour le coup, c'était un point dur, notamment avec l'Assemblée nationale. Pas question d'introduire dans la mutualisation des communes non déficitaires. Je dirais que politiquement, c'était pas acceptable. Bon, en plus, le gouvernement ne le souhaitait pas, hein, pour ne rien vous le cacher. D'autres questions? La question sur les EPCI sans PLH exécutoire, est-ce qu'elles peuvent signer un contrat de mixité sociale sans mutualisation, même si le PLH n'est pas exécutoire? Oui, absolument. Donc ça, pour le coup, c'est un point qui a été débattu, mais on n'a pas souhaité, on a souhaité avoir une approche très ouverte, hein, du CMS, en se disant, voilà, c'est pas parce que l'EPCI a rencontré une difficulté dans l'élaboration du PLH, ou que tout simplement, puisque tous les EPCI ne sont pas tous soumis à l'obligation d'élaborer un PLH, comme vous le savez, c'est pas pour autant qu'il faudrait nécessairement priver la commune qui en aurait besoin de la possibilité de conclure un CMS. Donc, je confirme, hein, il n'est pas nécessaire d'avoir un PLH exécutoire pour conduire un CMS abaissant les objectifs. En revanche, il est nécessaire d'avoir un PLH exécutoire pour conclure un CMS qui mutualise entre communes déficitaires, mais uniquement dans ce cas-là.
D'accord, c'est très clair. Une commune qui n'est plus carencée peut-elle à nouveau faire un contrat pour la période 23-25? Oui, une commune qui n'est plus carencée, bien sûr, oui, bien évidemment. Oui. Alors le CMS n'est absolument pas réservé pardon, aux communes carencées ou aux ex-communes carencées. D'ailleurs, le CMS est potentiellement ouvert à tout type de communes. Alors après, on peut imaginer que, bien évidemment, il y a un regard d'opportunité hein, qui sera porté, notamment par le préfet. Je n'imagine pas, par exemple, que le préfet conclue un contrat de mixité sociale s'il estimait que ce contrat est totalement inutile et que la commune a de réelles capacités à produire sans qu'il soit nécessaire d'adapter son objectif de rattrapage à la baisse. Hein, encore une fois, j'insiste bien, un CMS, c'est un accord à trois, et dans les trois, il y a forcément le préfet. Hein, et si le préfet estime lui, en revanche, que rien ne justifie dans tel cas de figure, dans telle commune, d'abaisser les objectifs parce que la commune a une pleine capacité de production et que le CMS, du coup, ne se justifie pas, bien évidemment, il ne le signera pas, il n'y aura pas de CMS. Mais le CMS, par principe, est ouvert à toute catégorie de communes déficitaires, sans exception. Carencées ou pas, ex-carencées ou pas. Alors, à nouveau, une question sur les délais qui nous vient de la métropole de Lille, je pense. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme décret d'application? J'imagine que la circulaire du début de l'été va réintégrer l'ensemble de ces éléments ou il n'est pas prévu de prendre une circulaire d'ici le prochain triennal? Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. À la limite, c'est un point d'ailleurs sur lequel on pourra revenir en fin de présentation sur finalement quelles sont les perspectives de mise en œuvre de tout ça. Premièrement, sur toutes les dispositions que je viens de vous présenter, c'est-à-dire l'abaissement plutôt les nouveaux objectifs triennaux et la capacité à les adapter par un contrat de mixité sociale, la loi est d'application immédiate. Il n'y a pas de texte d'application qui soit prévu et je peux vous dire d'ailleurs qu'il n'y en aura pas parce que la loi est suffisamment précise en fait hein, et c'est tant mieux. Donc il n'y aura pas de décret d'application sur tous ces sujets puisqu'il s'applique d'ores et déjà. En revanche, on va travailler très prochainement dès les prochaines semaines hein, à l'élaboration. Alors, je ne sais pas encore quelle forme ça prendra, puis ça dépendra aussi de ce que souhaite le gouvernement. Est-ce que ça prendra la forme d'une instruction ministérielle ou est-ce que ça prendra la forme d'un simple guide méthodologique, parce que ça peut suffire aussi. Mais on prévoit de travailler à l'élaboration d'un support, alors qui sera par définition indicatif, hein, il n'aura pas de valeur réglementaire, mais on prévoit de travailler dans les prochaines semaines à l'élaboration d'un support méthodologique sur notamment le contrat de mixité sociale. Ne serait-ce que parce qu'on va quand même essayer de rechercher un peu d'homogénéité d'approche dans la rédaction des contrats. Même si vous l'avez compris, ce sujet restera totalement local et déconcentré. Hein. Voilà, les contrats de mixité sociaux n'auront pas à être validés ni par l'administration centrale, ni par la ministre. Seuls les CMS mutualisants feront l'objet d'un avis préalable de la Commission nationale SRU, mais les autres seront conclus localement entre le préfet, le maire et le président de l'EPCI. Ce qui veut dire qu'on pourra avoir la cohabitation entre des contrats mutualisants et des contrats plus classiques communaux, en quelque sorte. Oui, oui, c'est possible. En soi, c'est possible, oui. On pourra avoir effectivement dans un même département plusieurs catégories de CMS. Enfin, le préfet peut être amené à conclure plusieurs catégories de CMS. Et pour les CMS qui sont déjà signés, mais je ne sais pas s'il y a aujourd'hui une grosse expérience de contrats qui sont déjà signés, mais il y en a peut-être. Oui, il y en a, oui. Ah il y en a, mais pour le coup, les CMS qui sont déjà signés, là, très clairement, perdent d'un seul coup tout intérêt qu'ils pouvaient avoir, puisqu'ils sont privés, les CMS déjà signés, ils sont privés de cette possibilité d'abaisser et d'adapter les objectifs. Donc, ce qui est quand même très, très pénalisant. Donc, bien évidemment, ces contrats de mixité sociaux, qui d'ailleurs n'avaient aucun été dépourvus de tout effet juridique, hein, alors que là, le nouveau CMS, il a des effets juridiques. Pour moi, très clairement, tombent très rapidement en désuétude. Ils vont éventuellement être utiles pour réaliser, pour éclairer sur un plan notamment qualitatif le bilan triennal à venir. Ça, oui, d'accord. Hein. Mais dès qu'on a passé le 1er janvier 2023, les CMS actuellement en cours là, deviennent totalement désuets.
Alors, il y a beaucoup de questions. Ça va être peut-être difficile de répondre à toutes les questions. Il y a une question qui concerne les exemptions possibles dans le cas où les communes sont carencées dans l'interco, mais où le taux de vacances dans les parcs privés et publics sont très importants. Eh ben, je vous propose du coup qu'on réponde à la question un peu plus tard, puisqu'on va venir, on va venir au régime d'exemption dont je n'ai pas encore parlé, qui sont une autre évolution D'accord, importante de très bien, 3DS. effectivement, Donc, effectivement. on met la question de côté et on la reprend tout à l'heure, si vous voulez. Alors, une question sur les PLH. Moi, j'ai retenu de ce que tu présentais qu'une simple délibération suffisait, mais pour autant, s'il y a beaucoup d'objectifs abaissants ou mutualisants, est-ce qu'une adaptation des objectifs du PLH sera nécessaire? Oui, c'est prévu d'ailleurs. Alors, c'est prévu d'ailleurs et pas uniquement d'ailleurs s'il y a la conclusion d'un CMS, mais bien évidemment, le législateur a prévu comment dirais-je, la mise à jour des PLH, ne serait-ce que pour tenir compte des nouveaux objectifs légaux, hein, puisque les communes déficitaires, vous l'avez vu, hein, se trouvent soumises désormais à ce taux de rattrapage triennal de 33%, ce qui change fortement la donne. Donc, ce simple point-là justifie d'adapter les PLH en vigueur. Et là, pour le coup, le législateur a souhaité que cette adaptation des PLH soit faisable par simple modification, par la procédure de modification, qui est quand même beaucoup plus légère qu'une révision. Et ça, c'est prévu noir sur blanc dans la loi. D'accord. Alors, j'en prends une dernière, mais il y en a énormément, donc c'est difficile de répondre à toutes ces questions. Je prends celle-là, une commune qui aurait signé un contrat pour ses proches objectifs, pourrait-elle basculer sur un contrat mutualisé? Alors, je ne sais pas trop… Oui, c'est pas très clair. Les proches objectifs, je ne sais pas très bien ce que veut dire cette personne. Bah, pour moi, en soi, enfin, une commune qui, si je comprends bien, en fait, la commune conclut un contrat de mixité sociale et puis, quelques temps plus tard, un accord est trouvé pour faire un contrat de mixité sociale mutualisant Oui, ça doit être ça. à l'échelle de l'interco. Donc oui, en soi, c'est possible de toute façon. Hein, il est possible dans ce cas d'abroger le premier contrat au profit du contrat mutualisant qui serait conclu après et donc du coup de le remplacer. La seule question, c'est qu'est-ce qui se passe si tout ça, ça intervient en plein milieu d'un triennal, puisque vous l'avez compris, l'idée quand même, quand on conclut un contrat de mixité sociale, c'est de le conclure en tout début de triennal pour qu'il s'applique au triennal en cours. Sinon, c'est quand même un peu, c'est quand même, l'exercice perd quand même beaucoup de son intérêt. Donc, la vraie question, c'est dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? J'avoue qu'on ne se l'était pas posé, mais qu'est-ce qu'on fait si ce contrat est remplacé par un nouveau contrat en cours de période triennale? On regardera quelle réponse on peut apporter à cette question. Encore une fois, j'insiste bien, hein, le contrat de mixité sociale, il est utile quand il est conclu en début de période triennale, hein, pour qu'il s'applique au triennal entier. Si ce n'est pas le cas, on rentre tout de suite dans quelque chose de beaucoup moins intéressant et aussi de beaucoup plus compliqué. Je propose qu'on… Alors, il y a encore des questions qui arrivent. On essaiera d'y répondre soit en direct, soit a posteriori. De toute façon, il va y avoir, je pense, une période d'adaptation de ce dispositif dont on voit bien que il est difficile de définir une règle générale pour l'ensemble des territoires dont chaque situation, bien évidemment, va être particulière. Donc, il va falloir suivre un peu l'application de ce dispositif, sa capacité plastique, en fait, à répondre à la fois à la nécessité de produire du logement social, bien évidemment, mais aux capacités et aux communes et aux intercommunalités à s'inscrire dans les objectifs. Je propose de passer la parole à Bruno Leroy, responsable des politiques de la ville et de l'habitat à la métropole de Montpellier, peut-être pour sa réaction générale sur ce qui a été présenté, puis pour évoquer ce qui se passe sur son territoire. Bien volontiers. Bonjour Claire, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Bruno. Ravi de te retrouver Laurent. Ouais, moi aussi, ça fait plaisir. Claire, tu peux projeter la petite diapo là que j'ai préparée. Je vais dire un mot de. Alors, ce sera forcément une première réaction à chaud, hein. Même si on avait vu même si moi j'ai eu la chance d'avoir j'ai eu la primeur de la présentation et puis on avait bien sûr suivi les débats au Parlement.
Tout ça est encore tout récent, tout neuf, et on n'a pas encore discuté avec nos élus là, des dispositions en question là, dont on vient de parler. Juste, je pose un peu le contexte local là, pour Montpellier. Donc, nous, on fait partie de la frange littorale sud qu'a évoqué Laurent Bresson là, à l'instant à travers la carte qui a été projetée, le littoral languedocien. Montpellier Méditerranée Métropole, c'est un peu moins de 500 000 habitants en 2019. On a une croissance démographique très forte, on est très attractif et on est très concerné par la loi SRU. Donc, la métropole de Montpellier, c'est 31 communes. C'est 20 communes SRU. Le diapo, c'est bon, hein, Bruno? Oui. Oui, on le voit parfaitement, merci. On a 27 000 demandeurs de logements sociaux, je ne sais pas si ce chiffre vous parle, en augmentation constante chaque année. On a une attribution pour 8 demandes de logement social, ce qui justifie une obligation pour nous à 25% et pas à 20%. Et surtout, ce qui justifie qu'on produise du logement social par-delà les obligations SRU pour répondre à la demande des habitants du territoire. On est aussi un territoire, un territoire avec des habitants très modestes, très modestes. On a le revenu médian à Montpellier le plus faible des grandes villes de France, en dessous Marseille. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas nécessairement, mais une population donc très modeste, donc qui justifie de toute façon qu'on produise du logement social pour répondre aux besoins. On n'a pas de tradition, ouvrière, peu d'industrie sur le territoire, ce qui fait que le développement du logement social est relativement récent sur la métropole. À Montpellier, c'est à partir de l'arrivée de Georges Frêche aux commandes en 1977 là, qu'il s'est fait du logement social. Montpellier est quasiment à l'objectif, 24% de logement social en stock par rapport à un objectif à 25%. Par contre, sur les autres communes autour de Montpellier concernées, les 19 autres communes concernées, le développement du logement social, il est concomitant au premier PLH, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, et à la délégation des aides à la pierre. Donc, le taux d'équipement de nos communes, la SRU, est compris entre 4% et 24%. Vous voyez, c'est quand même assez large. Et globalement, le taux moyen sur la métropole aujourd'hui est de 20% sur l'ensemble des communes de la métropole. Et on a une prescription au PLH de Montpellier Méditerranée Métropole qui impose 30% de logement social, y compris dans les petites communes, entre guillemets, non SRU. Les 11 communes non SRU ont une prescription au PLH, une obligation au PLH de faire 30% de locatif social en flux. À l'échelle des 19 autres communes concernées SRU, là, hors Montpellier, le taux aujourd'hui d'équipement est de 14% par rapport à un taux qui était de 6% en 2008. Donc, on a quand même progressé. La loi SRU, ça marche sur le territoire. Ça marche dans une relation où on est l'État, c'est le bâton, et moi je crois beaucoup à cette relation bâton-carotte. L'État est plutôt le bâton et nous on est plutôt la carotte à accompagner, c'est d'accompagner les communes et dans la mise en œuvre des outils qui permettent d'atteindre les objectifs fixés. Et on va en reparler tout de suite après avec le CMS. Ça, c'est en gros, voilà, le paysage montpelliérain. Alors, les réactions sur les deux types de dispositions qui ont été présentées par Laurent. Sur la soutenabilité, sur la pérennisation de la loi SRU et sur la disposition visant à rendre plus soutenable la mise en œuvre des obligations qui sont prévues. Donc, effectivement, sur le territoire de la métropole, je confirme, si besoin était, que l'effort n'était plus soutenable pour bon nombre de communes. Les objectifs qui ont été notifiés par le préfet pour la période triennale actuelle représentent pour certaines communes au-delà de 100% des capacités globales qu'on a définies au PLH, des capacités globales qu'on a définies au PLH. S'agissant d'un PLH volontariste, on est sur un territoire où on a pu vérifier lors de l'élaboration on a pu constater au moment de l'élaboration du PLH que le ratio logement commencé rapporté à la population était le plus élevé parmi les métropoles comparables. Donc on est une métropole qui construit, et pour autant on n'arrivait plus à digérer les objectifs, les obligations SRU, dans une logique où
l'histoire nous a montré que sur ce territoire, en tout cas, il n'y a pas de construction de logement social sans construction de logement tout court. Et il faut qu'effectivement, on sache procéder davantage aujourd'hui et demain qu'hier par acquisition-amélioration pour porter plus haut le taux d'équipement logement social et créer du locatif social. Sans évolution de la loi SRU apportée par la loi 3DS, et on a croisé les doigts là, pour que la loi soit adoptée avant la fin de la mandature, dans les 19 communes hors Montpellier là, concernées par la loi SRU, il aurait fallu produire plus de 10 000 logements en intégrant 10 000 logements par an, en intégrant 40% de logement social pour digérer les objectifs de la SRU. Donc, c'était plus soutenable. Et voilà, moi, je peux que saluer le dispositif souple et gradué là, avec la modulation possible qui est proposée. Modulation possible à la baisse, là, du taux de rattrapage, s'il y a conclusion d'un semestre. Il y a une chose qui nous interroge particulièrement, c'est la question de la période triennale en cours actuelle, 2020-2022, avec plein de questions, enfin des questions forcément sur la manière dont les préfets, quelles vont être les instructions aux préfets et la manière dont les préfets vont appliquer au moment en 2023, j'imagine début 2023, là, faire les bilans là, de l'atteinte des objectifs de la période triennale actuelle 2020-2022 et faire le constat que les objectifs qui ont été notifiés au courant 2020 n'ont pas été atteints. Sur la base donc, d'un rattrapage de 50% du déficit constaté. Donc voilà, une question et des interrogations sur cette période triennale en cours. Sur le contrat de mixité sociale, j'imagine que nos communes vont se saisir de la possibilité qui leur est offerte, là, qui nous est offerte, de moduler à la baisse le taux de rattrapage et nous solliciter l'État, la métropole, là, pour travailler à un contrat de mixité sociale à tripartite. Donc le CMS, on l'a pratiqué effectivement, le CMS Génération 2015, on l'a pratiqué nous pour nos communes carencées prises chacune individuellement, dans une relation où l'État était pilote de la démarche et le PCI, on va dire, plutôt suiveur, avec toujours cette relation un petit peu, l'État bâton et le PCI à accompagner les communes là, et à faire passer un petit peu les objectifs assignés. Je salue la disposition visant à imposer la signature tripartite. Enfin, ça me paraît vraiment une bonne mesure qui c'est prendre acte du rôle des EPCI. Donc, ça veut dire que ça va vraiment être un jeu à 4. À 3 et à 4 avec, je pensais à l'EPF, qui était signataire de nos CMS localement. Mais c'est au moins un jeu à 3, ça c'est sûr, et il y a la possibilité d'adjoindre effectivement des partenaires là, qui pourraient contribuer à l'atteinte des objectifs. Donc là, la nouveauté, c'est effectivement la possibilité offerte d'un CMS, si j'ai bien compris, à l'échelle de l'EPCI, avec la possibilité de mutualisation des obligations avec des garde-fous. Nous, on va être très prudents quant à cette possibilité de mutualisation des obligations. Hein. Je ne présage pas du souhait du maire de Montpellier, qui est à 24% aujourd'hui, de prendre plus sur sa commune et d'exonérer en partie les maires des communes limitrophes, tout président de la métropole qu'il est, hein, les obligations qui sont les leurs. Donc, on va voir comment on organise ça. Le CMS, là, moi, je le vois plutôt comme et on en avait parlé, là, Claire, dès le mois de mai, avec quelques agglos, quelques métropoles, je le vois comme une possibilité de revoyure du PLH ou de sorte de convention d'application du PLH. Donc, de ce point de vue-là, il est heureux aussi qu'il soit prévu qu'il soit annexé au PLH. Nous, à Montpellier, nous n'étions pas engagés dans un système de convention d'application du PLH qui nous paraissait forcément engageant pour nos équipes et pour nous. Mais c'est tout à fait vers ce type de procédure, de démarche qu'on va. Alors, les CMS tels qu'on les a mis en œuvre jusqu'à maintenant, c'était des engagements, et c'est ça qui est intéressant. Ce sont des engagements sur les évolutions à opérer sur le document d'urbanisme
PLU, PLUI en faveur de la mixité sociale. Ce sont des engagements en matière de politique foncière, des engagements en matière de politique opérationnelle, de politique d'urbanisme opérationnel, donc en matière de mise, avec la mise en œuvre d'opérations d'aménagement d'ensemble ou de ZAC, des engagements financiers avec la mobilisation des aides à la pierre, les garanties d'emprunt, et puis une programmation fine dans le temps, des opérations à sortir avec la part de social indispensable, et donc une sorte de revoyure du volet territorial de nos PLH, enfin, d'animation de la mise en œuvre des fiches communales. Nous, on a un PLH avec des choses, c'est le cas de la plupart des PLH. Regarde les dispositions de la loi Moll, animer la mise en œuvre des fiches communales là, de nos PLH. Donc, ça va dans le sens de l'opérationnalité du PLH et de la mise en œuvre d'objectifs, des objectifs SRU qui sinon restent incantatoires. Donc, voilà. Et pour terminer, des questions, tout ça va nous obliger en termes d'ingénierie, je pense. Donc, des questions sur. Il va falloir qu'on s'organise pour animer tout ça. État, mais ça a été, je crois que ça apparaît dans la présentation. Y compris nationalement et localement. Là, il va falloir qu'on se muscle pour pouvoir aller au contact des communes là, pour travailler à ces contrats de mixité sociale. Voilà, juste comme ça, des éléments de réaction pour Montpellier. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que c'est effectivement très, très précieux et très important ce que tu as souligné sur le fait que ça remette l'intercommunalité au centre du jeu et que ça va au-delà de la simple production de l'habitat social, mais que c'est ce contrat, un contrat d'engagement et de moyens, et que du coup, il y a un côté transversal en fait sur l'ensemble des outils qui concourent à la production de ces objectifs de solidarité en matière d'habitat. Alors, je propose qu'on aborde maintenant la seconde partie de notre webinaire ce matin, donc la question de la carence dans un premier temps, puis les autres dispositions que tu souhaitais aborder. Laurent, je te rends la main. Merci Claire et merci Bruno. Je vais juste tenter d'apporter une précision ou un début de réponse à une question importante de Bruno, qui n'est pas réglée par 3DS du tout d'ailleurs, parce que 3DS n'impacte pas, qui est quid du bilan triennal en cours là, hein. Comment va se réaliser le bilan triennal 2020-2022 et quelle va être finalement la ligne de conduite que le gouvernement demandera à ses préfets, en vous disant deux choses. D'abord, on va de notre côté s'efforcer de faire en sorte que cette ligne de conduite soit connue le plus tôt possible. En clair, on prévoit donc de sortir l'instruction ministérielle relative au bilan triennal dès cette année. On ne va pas attendre début 2023, mais dès cette année, en clair, dès qu'on aura un nouveau gouvernement, dès qu'on aura passé les phases d'élection nationale, etc., nous allons nous-mêmes proposer au nouveau ministre ou à la nouvelle ministre du Logement cette instruction à sa signature. Notre idée à nous, alors là, ce que je dis là est sous toute réserve, de l'approche qu'aura le ministre ou la ministre, et bien évidemment de dire au préfet qu'il y a lieu, notamment pour la conduite du bilan triennal et l'approche de la carence, il y a lieu quand même de tenir compte, non pas juridiquement, parce que juridiquement, ça ne s'applique pas, mais il y a lieu quand même de tenir compte du nouveau cadre fixé par la loi 3DS et en particulier de ce nouveau taux de rattrapage de référence de 33%, qui pourra être, je pense, un bon indicateur. Mais là, quand je dis ça, je n'engage que moi, parce qu'encore une fois, ce sera au ministre de le dire et de l'écrire à ses préfets. Mais en tout cas, c'est le sens de ce que nous lui proposerons. Voilà. L'idée, c'est de proposer donc aux préfets, d'inviter les préfets à tenir compte de cette référence politique de 33% pour conduire le bilan triennal et notamment par rapport aux propositions de carencement ou de non-carencement à l'issue du bilan triennal 2020-2022. Voilà, ça c'est le premier élément de réponse, hein, sous toute réserve évidemment. Et puis le deuxième aspect, pour être sûr que mon propos a bien été compris, finalement,
pour chaque territoire, il y a 3 possibilités de contrat de mixité sociale, hein, si on met tout à plat. La première, c'est un contrat de mixité sociale avec chaque commune déficitaire. Donc, préfet, maire, EPCI, président de l'EPCI, contrat de mixité sociale individuel conclu avec chacune des communes déficitaires. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un contrat de mixité sociale à l'échelle de l'EPCI embarquant tout ou partie d'ailleurs des communes déficitaires de l'EPCI, hein, en se contentant d'en abaisser les objectifs dans la limite de 25%. Et puis la troisième possibilité, la troisième variété, si je puis dire, de contrat de mixité sociale, c'est le contrat de mixité sociale qui à la fois abaisse et mutualise les objectifs à l'échelle de l'EPCI entre les différentes communes. Voilà. Mais pour être très complet, je ne voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le fait qu'il y a bien 3 possibilités de contrat. Il y a évidemment la possibilité d'avoir un contrat intercommunal qui ne mutualise pas, qui se contente d'abaisser. Voilà, si je continue dans la présentation, alors attendez, toc, je vais juste, voilà. Avec cette fois une autre approche des dispositions de la loi 3DS qui concourt également à adapter le dispositif au territoire, mais de manière un peu différente, en jouant sur des adaptations à la marge des critères d'exemption qui existent aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 3 grands critères d'exemption, il y a 3 grandes causes possibles d'exemption des communes de leurs obligations SRU. Eh bien, 3DS vient revisiter à la marge, mais néanmoins, vient revisiter ces 3 régimes. Le premier régime, c'est l'exemption relative à la faible tension du marché locatif social. Vous savez qu'une fois qu'on est inférieur à un certain taux de tension, en l'occurrence actuellement un taux de tension de 2, les communes, sous réserve d'être proposées par leur EPCI, sont exemptables de la totalité de leurs obligations issues de l'article 55. Néanmoins, cette exemption pour faible tension du marché locatif social, j'allais dire un peu paradoxalement, aujourd'hui, elle n'était ouverte dans la loi, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, mais elle n'était ouverte dans la loi qu'aux agglomérations de plus de 30 000 habitants et pas aux agglomérations de moins de 30 000. 3DS vient corriger cette petite incohérence en ouvrant finalement cette possibilité d'exemption pour faible tension à toutes les catégories de PCI, ce qui est quand même relativement logique et cohérent, me semble-t-il. En revanche, bien évidemment, cette possibilité d'exemption ne reste ouverte que sur proposition de l'EPCI. Si l'EPCI ne propose pas l'exemption, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'exemption possible. Deuxième adaptation qui porte sur l'exemption pour insuffisante desserte par les transports en commun. Alors ça, c'est un sujet de débat infini. C'est l'essentiel des communes exemptées aujourd'hui. 154 communes aujourd'hui exemptées à ce titre-là sur un total de 230 de mémoire. Donc, c'est la première cause d'exemption. Et cette première cause d'exemption, finalement, elle donnait lieu chaque fois à des débats interminables et elle posait quand même une vraie question de principe, à savoir qu'aujourd'hui, quand on est une commune, le simple fait d'être mal desservi par les transports en commun n'est pas forcément en soi un facteur si déterminant que ça sur l'attractivité. Il y a des tas d'exemples de territoires qui sont mal desservis par les transports en commun, mais qui sont néanmoins très attractifs et qui se développent néanmoins fortement et qui justifieraient d'être soumis, de ne pas être exemptés de ces obligations SRU. Donc, du coup, le législateur a revu ce critère en l'abandonnant au profit d'un critère beaucoup plus large et encore plus, si je puis dire, interprétatif, qui est l'exemption pour isolement ou difficulté d'accès au bassin de vie et d'emploi environnant, rendant la commune faiblement attractive. Donc, vous voyez 2 critères qui viennent se juxtaposer, se cumuler, celui de l'isolement et celui de la faible attractivité de la commune. Alors voilà, sur ce point-là, j'insiste un peu là-dessus, la loi n'est pas d'application immédiate, elle n'est pas d'application automatique et elle prévoit un décret d'application en Conseil d'État sur lequel nous allons travailler et sur lequel notre projet est de travailler évidemment dans la concertation, en particulier avec les membres de la Commission nationale SRU, dont votre association fait partie. Laurent, je me permets de t'interrompre, pardon, ici, pour apporter une précision, parce que c'est vrai que ce dispositif est quand même un petit peu complexe de ce point de vue-là. Il y a 2 notions géographiques qui se superposent. Il y a la notion
d'agglomération au sens INSEE du terme, c'est-à-dire l'espace continu en matière de bâti, et la notion EPCI. Oui, absolument. Voilà, donc sur ce sujet, vous l'avez compris, on a un décret à prendre et ce décret va fixer des critères pour préciser tout ça parce qu'à ce stade-là, pour le coup, la loi, telle qu'elle est reformulée dans des termes assez généraux, serait très difficilement applicable en l'état. C'est pourquoi ce décret d'application est prévu. Donc, en fait, dans ce décret, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir ce qu'on entend par isolement, ce qu'on entend par difficulté d'accès et ce qu'on entend par commune faiblement attractive. Il y a 3 notions qu'il faut que le décret vienne préciser. Et ces précisions seront honnêtement assez déterminantes. Mais vous voyez quand même que dans tous les cas, il y a bel et bien une ouverture du critère. Il y a une ouverture du critère qui n'est plus strictement liée à l'insuffisante desserte par les transports en commun, même si bien évidemment, cette desserte par les transports en commun pourra tout à fait rester un des critères d'analyse qu'on prévoira au décret. Mais en tout cas, pas forcément le seul. Et puis enfin, dernier régime d'exemption qui est pour le coup assez fortement remanié, un peu plus remanié par 3DS, c'est l'exemption pour inconstructibilité. Vous savez de quoi il s'agit. Aujourd'hui, une commune qui connaîtrait une inconstructibilité de plus de 50% de son territoire urbanisé, j'insiste bien sur le urbanisé parce qu'il est lourd de conséquences, peut se voir exempté de ses obligations. Le législateur, là pour le coup, a procédé à 3 catégories d'évolution. La première, c'est que dans les facteurs qui peuvent amener à l'inconstructibilité, à constater l'inconstructibilité du territoire, le législateur ajoute 2 critères nouveaux qui viennent donc s'ajouter. Les nouvelles zones de recul du trait de côte qui sont issues de la loi climat-résilience. Donc, pour ceux qui sont concernés, je sais que vous voyez tout à fait de quoi il s'agit. La loi climat-résilience du mois d'août dernier prévoit que les documents d'urbanisme définissent des zones dites de recul du trait de côte, alors des zones de court terme et de long terme, en fait à moins de 30 ans et à plus de 30 ans, qui sont susceptibles du coup d'induire des prescriptions de constructibilité, voire des inconstructibilités. Et donc, ces nouvelles zones rentrent finalement dans le calcul du taux de territoire urbain urbanisé inconstructible. Et puis la deuxième, alors pour le coup, elle est plus anecdotique, ce sont les périmètres de protection immédiate des captages d'eau potable. Mais là, on joue sur des surfaces tellement faibles que très honnêtement, ça n'impactera pas grand-chose. La deuxième évolution assez significative de cette exemption pour inconstructibilité, c'est que désormais, elle est totalement déconcentrée. C'est cette catégorie-là d'exemption, d'une part, ne remontera plus pour un traitement national, à la différence des 2 autres, qui continueront à relever d'une décision du gouvernement par décret. Là, la décision, le constat, si je puis dire, de l'inconstructibilité qui génère l'exemption sera pris par simple arrêté préfectoral et totalement déconcentré, sans nécessiter, c'est très important, sans nécessiter la proposition par le PCI. C'est-à-dire que même si le PCI ne propose pas la commune à l'exemption, le préfet aura la possibilité de la prononcer dès lors que 50% du territoire urbanisé est inconstructible. Et puis, dernier point, ça a été un apport important de l'Assemblée nationale. Dès lors qu'une commune se trouvera exemptée pour inconstructibilité, elle n'a donc plus d'obligation de production de logements sociaux au sens de l'article 55 en stock, mais elle se voit affecter une obligation de production de logements sociaux en flux, qui est assez simple à comprendre. L'idée, c'est de dire, comme vous êtes très inconstructible, on vous délivre des obligations de SRU, mais néanmoins, si vous construisez quand même, parce qu'on sait que ça existe dans ces communes-là, si vous construisez quand même et si vous vous développez et si vous faites notamment des grosses opérations, vous allez avoir une obligation en flux. Et l'obligation en flux, c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir au moins 25% de logements locatifs sociaux dans toute opération de construction de plus de 12 logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher. Voilà, donc c'est ça l'obligation en flux. D'ailleurs, vous l'avez noté, cette obligation en flux est rédigée dans des termes assez proches de l'obligation qui s'applique d'ailleurs dans les communes carencées, où il y a une disposition un peu du même type. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les exemptions. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on marque une pause là aussi, avant de parler de la carence. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être en levant la main, ce qui est plus simple?
pour ces questions d'exemption? Il y a une question de Natacha Borne qui demande quand sera pris le décret afin de pouvoir demander l'exemption cette année avant la période triennale à venir, j'imagine. Oui, alors là-dessus, sur le calendrier, là, ce n'est pas neutre du tout parce que bien évidemment, vous l'avez compris, tout ça, on doit l'avoir bouclé avant le prochain triennal. Parce que évidemment, dès le début de l'année 2023, début de triennal, il faut qu'une commune sache si elle est exemptée ou pas, si elle est soumise à des obligations, que le préfet, du coup, sache aussi s'il doit lui notifier des objectifs triennaux ou pas. Donc, premièrement, il faut qu'on prenne le décret en Conseil d'État qui vient préciser les critères de l'exemption pour isolement, enfin, j'y reviens pas, mais ça, c'est un préalable. Ce décret, on va y travailler très, très vite. Notre objectif, c'est d'essayer de faire en sorte de le prendre dès le milieu de cette année, 2022, de sorte qu'on puisse, ayant pris ce décret, lancer le processus de préparation des exemptions 2023-2025, avec donc, pour le coup, la sollicitation des EPCI, puisque vous l'avez compris, pour 2 des 3 catégories d'exemption, la proposition d'exemption par l'EPCI reste un préalable. Pour la première et la deuxième cause d'exemption, la proposition par l'EPCI reste un préalable, sans lequel, de toute façon, il n'y a pas de possibilité d'exemption. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir ouvrir aux EPCI la possibilité de faire ces propositions dès le courant de l'été 2022, de sorte que les préfets puissent en disposer dans la foulée, qu'ils puissent eux-mêmes se prononcer et faire remonter, on va dire pour septembre, à l'échelon national, les propositions d'exemption qui doivent encore être examinées, puisque ça n'a pas changé, par la Commission nationale SRU avant la prise du décret par le gouvernement qu'on prendra pour la fin de cette année, on va dire décembre 2022. Alors, excepté pour la troisième cause, l'exemption pour inconstructibilité, où là, vous l'avez vu, 3DS déconcentre totalement la procédure qui sera donc à la main du préfet. Alors là viendra bien évidemment là-dessus la sempiternelle question pour les EPCI qui ont une frange rurale assez importante de la question justement de l'isolement en lien avec ces communes rurales de plus de 3500 habitants, donc qui sont assujetties à obligations, mais qui pour autant aujourd'hui ont très très peu de logements sociaux. Oui, c'est bien dans ce cadre-là qu'on sera amené à évoquer la situation de ces communes. Bon. Mais j'insiste, à la base, il faudra, quoi qu'il arrive, une proposition de l'EPCI. Si l'EPCI, quelle qu'en soit la raison, ne propose pas, il ne se passera rien et la commune ne sera pas exemptée. Oui, c'était un. Elle ne sera même pas exemptable. Voilà, c'est un point sur lequel Intercommunalité de France et France urbaine d'ailleurs également, nous avions beaucoup insisté pour éviter, pour rester dans des politiques qui sont bien pilotées à l'échelle intercommunale. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va. Alors, il y a une petite question, pardon, d'Hélène Lebel. Je la laisse peut-être poser sa question, si elle veut bien le faire en ouvrant son micro, Hélène. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, j'avais une petite question. Donc tout à l'heure, c'est moi aussi qui avais posé la question sur l'agglomération, si c'était au sens INSEE ou EPCI, parce que du coup, ce n'est pas du tout le même groupe de communes. Et puis, sur le dernier point, sur l'inconstructibilité, l'exemption actuellement dans les contrats de carence, là, les 25% à faire dans les opérations de plus de 12 logements ou 800 mètres carrés de surface habitable, là, ça ne concerne que les logements collectifs, les opérations de logements collectifs. Du coup, là, est-ce que c'est le cas ou ce qui serait logique, ce serait sur toutes les opérations Pour l'instant, la loi précise que c'est que sur le collectif, là, actuellement. Pour moi, pour le coup, on vérifiera ce point qui peut nécessiter peut-être un peu plus d'expertise, mais pour moi, très clairement sur cette affaire, l'échelle, c'est le permis de construire, parce qu'on peut avoir aussi, comment dirais-je, du logement non collectif, mais faisant l'objet d'un seul et même permis de construire. Et c'est à l'échelle de l'autorisation d'urbanisme que tout ça va s'apprécier, d'autant plus que cette disposition, nous en avons fait un duplicata dans le code de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'en fait, cette nouvelle disposition dite d'obligation en flux apparaît désormais à la fois au CCH et au code de l'urbanisme pour qu'elle soit bien également opposable à l'application du droit des sols et à la délivrance du permis de construire. Donc pour moi, l'échelle d'appréciation,
l'échelle d'appréciation dans cette affaire, ça va rester, et d'ailleurs, je pense que c'est la seule possible, hein, sinon on rentre dans des débats infinis. L'échelle d'appréciation, ce sera le permis de construire, ce sera le périmètre du permis de construire. D'accord, merci. Ok, alors on part sur et quant à l'agglomération, c'est bien l'agglomération INSEE qui est visée par la mesure 2. Mais là aussi, on sera amené à le préciser, hein, évidemment, puisque ça, sur l'ensemble de ces dispositions, évidemment, on prendra une instruction, hein, préparatoire à la campagne d'exemption sur laquelle on va travailler rapidement. Tout à fait. On a remis la définition en question dans le chat. Alors, on part sur le régime de la carence maintenant? Tout à fait. Alors, ça va aller assez vite, hein, on arrive presque au bout. Donc, 3DS procède à l'harmonisation et à l'ajustement d'un certain nombre de dispositions relatives à la carence. Vous savez qu'actuellement, la carence, tout d'abord, induit la majoration du prélèvement sur les ressources financières de la commune, avec un encadrement de ce plafonnement dans la limite donc du coup du quintuplement du prélèvement de base. Ça ne change pas et ça reste pleinement applicable. Toutes les règles relatives au plafonnement de la majoration du prélèvement restent totalement en vigueur et sont inchangées par 3DS. La vraie nouveauté de 3DS, c'est qu'en revanche, elle introduit un plancher dans la majoration du prélèvement, un plancher donc qui est d'application et que le préfet du coup se devra de respecter lorsqu'il va procéder à son arrêté de carence. Et le plancher finalement est assez simple, il est égal au différentiel de taux de réalisation des objectifs triennaux. Je m'explique, si une commune a atteint ses objectifs triennaux à hauteur de 40% et qu'elle fait l'objet d'un constat de carence, elle se verra obligatoirement majorée, elle verra son prélèvement sur ses ressources fiscales majorées d'au moins 60%, autrement dit le différentiel de taux de réalisation, 100 moins 40 égale 60. Et donc, c'est désormais un plancher légal qui s'appliquera aux communes qui font l'objet d'un constat de carence, bien évidemment, entre ce plancher et le plafond, qui reste le quintuplement. Le préfet aura aussi toute latitude pour fixer le taux qui lui semble le plus approprié, mais en tout cas, il ne pourra pas descendre en dessous de ce plancher, ce qui aura quand même un impact pour un certain nombre de communes carencées qui sont parfois aujourd'hui carencées avec des taux de majoration bien inférieurs à ce différentiel que j'évoquais à l'instant, mais c'était un souhait. Pour le coup, on est là dans une mesure d'équilibre, hein, vous l'avez compris, c'était un souhait très très fort à la fois de la Commission nationale SRU, puis du gouvernement, et qui s'est retrouvé au Parlement, de dire que voilà, finalement, avec 3DS, on fait beaucoup pour rendre le dispositif plus soutenable, plus adaptable, en clair, pour abaisser le niveau d'ambition, parce que ça revient quand même à ça, même si c'était parfaitement légitime, on abaisse quand même le niveau d'ambition pour le rendre plus soutenable. La contrepartie, c'est qu'en revanche, on va être plus ferme et plus conséquent avec ceux qui ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire les communes carencées. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ce principe d'équilibre. On a parlé donc du coup là des conséquences financières de la carence, mais 3DS procède aussi à des adaptations sur les conséquences non financières de la carence, donc les mesures notamment de transfert de compétences, d'un certain nombre de compétences au préfet, qui sont aujourd'hui soit optionnelles, soit automatiques dans le cadre de la carence. Et là, pour le coup, 3DS fait plusieurs choses. Tout d'abord, la loi 3DS met un terme au transfert à l'État des droits de réservation de logements sociaux de la commune carencée. Vous savez qu'aujourd'hui, en cas de constat de carence, ces droits de réservation sur le contingent communal sont automatiquement versés à l'État. Ça, c'est terminé. Ça n'est plus prévu, ça n'est plus possible. Non seulement ça n'est plus automatique, parce qu'aujourd'hui, c'était automatique. Ça n'est non seulement plus automatique, mais ça n'est même plus prévu par la loi. Et donc, c'est terminé. Idem, et pour le coup, c'est assez logique parce que ça vient un peu en conséquence, idem pour la suspension ou la modification des conventions de réservation qui étaient passées par la commune avec les bailleurs sociaux.
qui disparaît également au titre des conséquences de la carence, tout comme d'ailleurs l'obligation qu'avait la commune de communiquer au préfet la liste des bailleurs et des logements qui étaient concernés par ces conventions de réservation. Tout ça est abrogé par la loi SRU et donc, en clair, la carence n'a désormais plus aucune conséquence en matière d'attribution des logements sociaux. C'est ce qu'il faut retenir finalement et ce n'est pas neutre du tout. En revanche, tout le reste est préservé, tout le reste est maintenu, toutes les autres conséquences de la carence, automatiques ou optionnelles, sont maintenues et en particulier la conséquence majeure, la conséquence phare, qui est le transfert automatique du DPU, du droit de préemption urbain, au préfet dans les communes carencées. Ça ne change pas. Le DPU est automatiquement transféré au préfet en cas de carence. En revanche, le législateur a souhaité introduire une disposition que le gouvernement d'ailleurs a soutenue, à laquelle on a donné notre accord, qui consiste en la possibilité pour le préfet, je dis bien la possibilité, ça n'est jamais une obligation, le préfet gardera tout son pouvoir d'appréciation en la matière, mais le préfet gardera la possibilité, lorsqu'il a lui-même renoncé à exercer le DPU, donc le préfet est saisi d'une DIA, il fait le constat que cette DIA n'est pas intéressante ou n'est pas compatible avec un certain nombre de contraintes liées à un projet de logement social et donc n'exerce pas le DPU. Si le maire, en cas de renoncement donc, du préfet à exercer le DPU sur une DIA bien identifiée, si le maire formule en revanche une demande motivée au préfet, il pourra, sur décision du préfet, retrouver la possibilité d'exercer son droit de préemption sur cette DIA, j'insiste bien, portant sur une opération bien identifiée. Ça ne peut pas être un retour, on va dire, général de la compétence au maire, ça reste du cas par cas sur des situations bien identifiées, mais le législateur a voulu, dans cette affaire, régler une petite difficulté qui pouvait parfois être rencontrée sur des cas de DIA dans lesquels le préfet n'exerçait pas son DPU, alors que la commune aurait pu utilement l'exercer pour mener un projet dont l'intérêt général était indiscutable. Je pense en particulier à la création d'un équipement public, parce qu'on pense avant tout évidemment à ça, ou l'agrandissement d'un équipement public. Et dans ce cas-là, donc, le préfet pourra redonner au cas par cas son DPU à la commune, au maire. Voilà pour tout ce qui a trait à l'adaptation des conséquences, à l'adaptation et l'ajustement de la carence. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions sur la question de la carence? Donc là aussi, tout est d'application immédiate, sauf évidemment, modulo le fait que, évidemment, tout ça ne s'applique que aux futures communes carencées. Voilà. Ouais, ouais. Il y a une petite question concernant les communes qui sont bénéficiaires de la DSU et il me semble qu'en dépit de ce que nous avions préconisé, les communes qui sont bénéficiaires de la DSR, mais peut-être que je m'avance un peu, ne sont pas assujetties au prélèvement SRU. On va y venir, du coup, ça fait une transition avec, finalement, je voulais vous présenter aussi très rapidement quelques autres dispositions qui touchent à l'article 55 dans la loi 3DS, mais qui sont de moindre impact. Donc là, je vais aller assez vite. Tout d'abord, à l'article 65 de la loi 3DS, on prend en compte la suppression de la taxe d'habitation, puisque vous savez que finalement, l'inventaire des logements issus de la taxe d'habitation servait actuellement de base à l'inventaire des résidences principales SRU. Donc, on vient techniquement corriger cette disposition et finalement, l'inventaire de taxe d'habitation est désormais remplacé par un inventaire qui sera transmis annuellement par les services de la DGFiP. À l'article 68, je l'avais déjà dit, mais je le répète, on prévoit la possibilité de modifier le PLH pour intégrer l'adaptation des nouveaux objectifs triennaux des communes déficitaires. À l'article 67, on vient ajouter deux catégories nouvelles de dépenses communales, de coûts
dans les dépenses déductibles du prélèvement SRU. Vous savez que les communes peuvent déduire un certain nombre de dépenses qu'elles font au profit d'ailleurs de la création de logements sociaux de leur prélèvement SRU, et elles peuvent faire ça chaque année sur leur prélèvement annuel. Le législateur vient ajouter 2 catégories de dépenses nouvelles qui, pour l'instant, n'étaient pas éligibles à la déductibilité du prélèvement SRU. Ce sont les coûts d'éviction, notamment quand une commune, par exemple, doit supporter des coûts d'éviction pour libérer du foncier. Ce n'était pas pris en compte aujourd'hui, donc ça le devient désormais, ainsi que les dépenses de création d'aires de grand passage des gens du voyage. Alors normalement, ces coûts de création d'aires de grand passage, vous le savez, au titre de la répartition des compétences, ils incombent plutôt à l'EPCI. C'est l'EPCI qui a la compétence gens du voyage et qui est donc censé supporter ces coûts. En revanche, on pourrait tout à fait imaginer, et c'est plutôt le cas qu'on avait en tête, le cas dans lequel une commune ferait un apport de foncier à l'EPCI, du foncier cédé gratuitement, pour créer une aire de grand passage. Et bien dans ce cas-là, la commune qui supporterait finalement ce coût de cession gratuite d'un foncier à l'EPCI pourrait déduire la valeur de ce foncier de son prélèvement SRU. C'est surtout à ça qu'on pensait. À l'article 72, on supprime une procédure qui désormais ne présente plus aucun intérêt compte tenu de tout ce qui vient d'être présenté en termes d'adaptabilité. C'est la procédure nationale dite d'aménagement des obligations triennales. Alors, c'était devenu un sujet mineur puisqu'il ne concernait plus que 21 communes dans le triennal actuel, mais évidemment, cette procédure disparaît. À l'article 66, on exonère les opérations de création de logements du ministère de la Défense des servitudes de mixité sociale. D'ailleurs, finalement, en lien avec l'article 65, j'aurais pu le mettre avant, ça aurait été plus logique. Je vous signale également que désormais, on exclura aussi du décompte des résidences principales comptabilisées à l'inventaire SRU les logements dont est propriétaire le ministère de la Défense pour loger ses collaborateurs. Voilà, donc l'idée, c'est que, en fait, pourquoi ces dispositions? Tout simplement parce que le ministère de la Défense là, s'engage dans un programme assez massif de relance de la construction de logements pour ses agents. Je crois qu'ils ont un programme de 3000 logements sur les quelques années qui viennent là. Et le législateur a souhaité faciliter, entre guillemets, la réalisation de ces programmes de logement en leur apportant le moins de contraintes possible. À l'article 67, on crée une procédure nouvelle qui vient compléter le dispositif existant, permettant à l'État et notamment au préfet de vérifier le bon usage des fonds qui sont issus du prélèvement sur les communes déficitaires. Alors, vous savez que l'essentiel de ce prélèvement aujourd'hui va aux EPCI dès lors qu'ils sont délégataires de compétences pour les aides à la pierre. C'est la condition pour qu'ils puissent percevoir ce prélèvement. Ce prélèvement, évidemment, de par la loi, il doit être affecté à la construction, au soutien à la construction de logements sociaux. L'article 67 vient créer, je puis dire, formellement une procédure qui permet à l'État de vérifier le bon usage de ces fonds. Mais tout ça n'est pas forcément un sujet majeur en soi, ne serait-ce que parce qu'à ce stade, il n'a jamais été, je crois, identifié d'EPCI qui ne respecterait pas cette obligation d'affecter les fonds au développement du logement social. Et puis enfin, toujours à l'article 67, c'est la disposition que tu évoquais, Claire, tout à l'heure. On vient offrir aux communes déficitaires qui bénéficient de ce qu'on appelle la dotation de solidarité rurale cible, la DSR cible, c'est-à-dire la 3e part de DSR, en fait, pour ceux qui connaissent bien le sujet. On vient offrir la possibilité à ces communes d'être exonérées de leur prélèvement SRU, exactement dans les mêmes conditions que les communes qui perçoivent la DSU, la dotation de solidarité urbaine. Et exactement dans les mêmes conditions, ça signifie que, évidemment, ça ne s'applique qu'aux communes qui, si elles sont soumises à un taux de 20%, ont déjà au moins atteint 15%, et si elles sont soumises à un taux de 25%, ont déjà au moins atteint 20%. Voilà. Je crois que là, pour le coup, on a à peu près fait le tour sur l'ensemble des dispositions SRU qu'on trouve dans 3DS. Et dans ce cas, pardon, pour finir, il me semble que la pénalité est du coup payée par le PCI.
Non. Attends, la pénalité est payée par le PCI. C'est-à-dire, la commune est exonérée de sa pénalité, au même titre que les communes qui touchent la DSU aujourd'hui. Mais non, a priori, pas sans transfert de charge à l'EPCI. D'accord. Bon, alors donc c'est une bonne nouvelle. Je pensais que la pénalité était transférée à l'EPCI, mais si effectivement la pénalité est purement et simplement supprimée en quelque sorte. La pénalité est supprimée. Alors évidemment, par contre, on me dit non dans le chat. Le PCI, s'il est délégataire des aides à la pierre, en revanche, ne l'aperçoit pas, évidemment, puisque la commune en est exonérée. Si je peux me permettre d'intervenir, pardonnez-moi, pour Vichy Communauté, donc je confirme qu'effectivement, la ville de Vichy ne verse pas le prélèvement SRU parce qu'elle elle est bénéficiaire de la DSU et le PCI ne vient pas compenser. Ma question, c'est si la commune devient par la suite carencée, est-ce que du coup, elle peut être amenée par la suite à verser ce prélèvement SRU de nouveau ? Bien qu'elle soit bénéficiaire de la DSU et qu'elle dépasse les 15% de logement social? Pardon, Maud Gallet, Anne Massaglo, si je peux apporter un éclairage, nous, on a le cas d'une commune qui est carencée et qui n'est pas prélevée parce qu'elle a la DSU. Donc, elle n'est pas prélevée non plus de la majoration et du carencement, puisque c'est une majoration qui s'applique à 0, donc du coup, ça fait 0. D'ailleurs, c'est un peu paraît logique parce que de toute façon, mathématiquement, appliquer un taux de majoration à 0 donnera toujours 0. Mais je n'avais même pas en tête que ce cas de figure existait, mais merci de l'avoir signalé. Il existe. C'est un peu compliqué politiquement d'ailleurs de dire à une commune qu'elle doit continuer à produire du logement social alors qu'en fait, elle a déjà 20% et qu'elle est carencée, mais qu'elle n'est pas pénalisée. Voilà, on a le cas. Nous aussi, alors à Vichy, on va se retrouver dans cette situation-là, effectivement. Merci beaucoup de l'information. Très bien. On voit donc que toutes les configurations existent, d'où l'impérieuse nécessité d'avancer dans l'adaptation de ce dispositif sans pour autant l'affadir de son message général. C'était ça toute l'ambition du travail qui a été conduit. Alors, on avait prévu de donner la parole à l'agglomération de Pau, et à Isabelle Duron qui pilote le service Habitat pour réagir un peu comme l'a fait tout à l'heure Montpellier et Bruno Leroy sur cette seconde partie de la présentation. Isabelle, voilà, je te vois, je te donne la parole. Super, merci Claire. Merci Claire de me donner l'occasion de réagir. Donc moi, je vais vous présenter le contexte de l'agglomération paloise. Bien sûr, vous vous en doutez, très différent de l'agglomération Montpellier-Rennes. Et je vais essayer de vous expliquer comment ces évolutions dans notre ADS font écho à nos réflexions et à certaines de nos orientations. Donc, en portrait rapide de l'agglomération paloise, donc moi, je n'ai pas prévu de slide. Donc, l'agglomération de Pau, c'est 31 communes pour 160 000 habitants, donc avec une démographie plutôt stable, qui était en décroissance il y a peu de temps. Et une démographie portée pour moitié par la ville-centre de Pau. Le parc HLM, il se répartit sur 13 communes, mais il est concentré aux 2/3 sur la ville-centre. Et nous, à la différence de Montpellier, on est considéré comme moyennement tendu puisqu'on a un indice de tension qui avoisine les 3. Donc, on est assujetti aux obligations de 20% de logements locatifs sociaux et non pas 25%. Donc, on a 9 communes du territoire qui sont concernées par SRU et 6 seulement qui sont en déficit. Donc, les 3 communes Pau et 2 communes de la première couronne, on va dire ça comme ça, sont excédentaires. Moi, j'appelle ça excédentaire. Elles sont au-delà des 20%. Et on a 6 communes dont le taux oscille entre 9% et 18%. Donc, lorsqu'on a élaboré notre 3e PLH en 2018, on a inscrit des orientations, j'ai envie de dire un peu anticipatrices, au regard de la philosophie présentée par la loi 3DS, notamment au regard de cet enjeu de mutualisation. Mais nous, on a considéré la mutualisation de l'effort de production à l'échelle de l'agglomération et finalement au-delà des enjeux de rééquilibrage sur les communes SRU. On a considéré que ce rééquilibrage, il fallait qu'il soit aussi présent à l'échelle infracommunale
notamment sur la ville-centre, et ça j'insiste parce qu'on a une production encore très importante sur la ville-centre, en lien avec notre projet Action Cœur de Ville, avec des financements très importants d'Action Logement qui a fait qu'on a pu vraiment requalifier notre centre-ville par le biais d'opérations de bailleurs sociaux, et un rééquilibrage aussi qui passait par les communes périurbaines qui avaient le souhait fort chez nous de développer des petits programmes de logements sociaux pour offrir un parcours résidentiel à leurs habitants. Donc, nous, on a un peu surfé sur le flou juridique qui existait alors pour parler de cette mutualisation et l'inscrire comme un principe dans notre PLH. Donc, moi, le premier écueil que je vois quelque part à cette loi 3DS, c'est peut-être le fait de considérer la mutualisation seulement à l'échelle des communes déficitaires. Ça aurait eu un véritable intérêt pour notre territoire, que l'on considère, nous, comme moyennement tendu, de pouvoir envisager cette mutualisation à l'échelle intercommunale. Ensuite, sur le raisonnement en flux, nous, on l'a eu dès le PLH, et je pense que beaucoup d'autres territoires ont raisonné comme nous. C'était complètement insoutenable d'imaginer que l'on assigne des objectifs de production en stock et on a calé ces objectifs de production en fonction des objectifs de construction sans dépasser les 50% d'obligation de faire du logement abordable, que ce soit en logement locatif social ou en accession, pour ne pas risquer de bloquer la production parce que dans notre cas de figure, territoire détendu, la péréquation avec le libre ne se fait pas bien. Donc, si on a signé des objectifs de production de logements abordables trop forts, on était sûr de bloquer, que ça allait être contre-productif et de bloquer la production. Donc, on a raisonné en flux dans notre PLH. Donc, pour le coup, nous, on voit d'un très bon œil le fait de raisonner en flux dans la loi 3DS, d'avoir supprimé la date butoir, qui était un peu le coup près, et puis d'être dans une logique un peu graduelle d'objectifs. Pas la difficulté, mais ce qu'on anticipe, nous, déjà par rapport à ça, c'est de se dire qu'il va falloir qu'on articule ces objectifs-là avec les outils que sont le PLU ou la politique foncière, qu'on arrive vraiment à les mettre à ce que le PLUI ou la politique foncière soit vraiment en lien avec ces objectifs de production un petit peu graduels. Enfin, sur l'exemption, donc moi j'ai encore une grande question. Nous, on a tenté en 2017, en lien avec le décret, de proposer une commune qui présentait toutes les caractéristiques de ce que vous évoquiez en termes de motifs d'exemption, pas de dessert transport en commun, éloigné de la ville-centre, en partie grévé par un PPRI, faible tension sur le parc locatif social, un parc HLM ancien plutôt déclassé au profit des nouvelles opérations. On a tenté la demande au préfet, on s'est vu refuser bien sûr parce qu'on était agglomération de plus de 50 000 habitants avec un taux de tension supérieur à 3. Donc moi, ce que je n'ai pas encore compris dans le cadre de la loi 3DS, est-ce qu'on va pouvoir reproposer cette commune-là dès lors qu'effectivement, elle a un taux de tension assez faible, mais qu'on fait partie d'une agglomération où finalement, on est considéré comme moyennement tendu. Voilà, en gros, ma conclusion, c'est de dire que pour nous, la loi 3DS, c'est de belles avancées, mais je reste un petit peu sur ma faim sur la mutualisation et ce fameux contrat de mixité sociale intercommunale qu'on aurait aimé un peu plus intercommunal pour le coup qu'il l'est aujourd'hui. Ça a été le sujet au cœur, bien évidemment, des échanges nourris entre les parlementaires, notamment au moment de le point d'accord qui a été trouvé, parce que je pense que c'est ça qu'on peut dire, hein, le point d'accord qui a été trouvé entre une option très affadissante du dispositif et les tenants d'un dispositif très rigide. Je pense que c'est ça qu'on peut dire en conclusion. Oui, alors je réponds néanmoins à la dernière question qui était posée sur l'exemption et le cas particulier de cette commune. Deux réponses possibles. Hein. La première, pour vous dire, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure d'ailleurs, que l'exemption pour faible tension est ouverte désormais à tous les territoires SRU et non pas uniquement les agglos de plus de 30 000 comme c'était le cas
un peu paradoxalement. Mais là, pour le coup, vous savez que le taux pivot étant à 2, a priori, on n'y sera pas. Et que ce taux pivot est mesuré à l'échelle de l'EPCI en plus. Hein, donc, quoi qu'il arrive, on n'y sera pas. En revanche, l'exemption pour isolement ou difficulté d'accès au bassin de vie, je ne vous la refais pas. Elle reste bien réservée, comme c'était le cas jusqu'à présent de l'exemption pour desserte insuffisante par les transports en commun, reste bien réservée aux agglomérations de moins de 30 000. Ça, ce point-là n'a pas changé et le législateur ne l'a pas changé. Donc, j'en déduis que, pour le coup, si j'ai bien compris, ça ne changera rien à la situation de la commune que vous évoquez. J'en profite aussi, du coup, pour évoquer 3 questions que je viens de voir passer rapidement dans le chat et qui n'ont pas été relevées. Sur les dépenses pour les terrains familiaux des gens du voyage. Elles sont déjà prises en compte hein, pour le calcul de la déductibilité. Donc, c'est déjà possible au travers de la loi avant 3DS. Hein, en fait, donc c'est finalement désormais toutes les catégories de dépenses, que ce soit aires d'accueil, terrains familiaux ou aires de grand passage, sont désormais déductibles du prélèvement. Il manquait que les aires de grand passage que 3DS a ajouté, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Pour ce qui concerne le PSLA et sa durée de prise en compte, pas de changement. 3DS ne revient pas, notamment sur ce sujet qui avait déjà été retouché récemment dans d'autres textes. Et puis sur les logements du ministère de la Défense, puisqu'il y a potentiellement, c'est vrai, dans certaines communes, un gros sujet de logement du ministère de la Défense, leur sortie de l'inventaire des résidences principales porte bien évidemment aussi sur le stock existant. Donc oui, ponctuellement, sur certaines communes, la mesure de sortie de l'inventaire des résidences principales pourra avoir un impact, et voire même à l'extrême, pourra, dans quelques cas peut-être, faire sortir des communes de leur situation actuelle, de communes déficitaires, dans quelques cas extrêmes, qui seront probablement très très peu nombreux, mais ça pourra arriver. Voilà. Alors Claire, on ne t'entend pas, je crois. Pardon, on s'approche de la fin, voilà, pardon. Je remets le micro. On peut peut-être prendre une ou deux dernières questions, puis après, je te donnerai peut-être la main pour conclure et revenir sur les points principaux, si tu le veux bien, et les échéances à court terme. Et puis dire un petit mot peut-être sur une autre disposition qui nous semble importante dans le cadre de la loi 3DS, qui concerne les CRHH. Alors, on prend une ou deux questions à l'oral. Je ne sais pas qui souhaite lever la main peut-être. Bon, apparemment, tout est clair. Peut-être pour Moche Communauté, si tout le monde m'entend. Oui. Moche Communauté dans le Maine-et-Loire, communauté d'agglomération, je me pose une question que j'ai retranscrite dans le chat. Une commune qui est actuellement exemptée, est-ce qu'elle serait considérée comme une commune nouvelle entrante si elle ne réunit plus les motifs d'exemption qui ont été présentés ce matin? Alors, l'exemption, par principe, non, l'exemption n'est pas, comment dirais-je, l'exemption n'a pas d'impact en fait sur le caractère de nouvelle entrante. Ce qui déclenche la caractéristique de nouvelle entrante, c'est l'entrée dans le dispositif. Alors là, pour le coup, il faudrait voir depuis quand exactement, parce on n'a pas tous les éléments, hein, depuis quand exactement la commune remplit les critères de soumission à SRU et depuis quand elle est exemptée. Si on ne dispose pas de ces deux données, c'est compliqué de répondre à la question. Elle est exemptée là, dans le cas présent. Les 6 communes de notre intercommunalité sont exemptées sur la période triennale en cours et la précédente. D'accord. Et par contre, la commune qui vous intéresse, elle est soumise, elle remplit les critères depuis quand? Depuis leur création, puisqu'il s'agit de communes nouvelles. Il s'agit donc depuis 2016. C'est des communes nouvelles qui ont été créées en 2016. Oui, d'accord. Autrement dit, en clair, cette commune, depuis qu'elle est soumise à SRU, elle est exemptée. Tout à fait, exactement. Et votre question, c'est quid si demain elle ne l'est plus? Oui.
Elle est exemptée pour faible tension aujourd'hui, c'est ça? Elle est exemptée, non, par rapport au motif de faible réseau de transport collectif. Faible réseau de transport collectif, et du coup, si elle perdait cette exemption, c'est une bonne question, on la regardera de près, mais je pense que pour le coup, dans ce cas de figure, il serait assez logique, la commune ayant été exemptée de toutes ses obligations, parce que l'exemption, c'est une exemption totale, il serait assez logique de considérer la commune comme nouvelle entrante, oui, et donc du coup bénéficiaire du taux d'entrée à 15%. À vérifier, hein, je pense qu'on regardera ça de près s'il s'avérait que cette commune ne soit plus exemptée lors du prochain triennal, mais ça ne me paraîtrait pas illogique de la considérer comme nouvelle entrante. Oui. Ça ne me paraîtrait pas illogique non plus. Voilà, merci pour votre tour. De toute façon, ça va être l'objet d'échanges dans le cadre du décret à venir qui était évoqué tout à l'heure pour redéfinir un peu les conditions d'isolement, non? Oui, hein? Oui, tout à fait. Oui, oui d'ailleurs, c'est tout à fait le cas. Alors, du coup, je ne sais pas s'il y avait une autre question, non? Non, et puis je crois qu'on a dit qu'on tenait 2 heures, donc l'idée, c'est vraiment de bien tenir 2 heures. Ah, il y a Morgane, pardon. Alors, je ne sais plus quel est le territoire, c'est Vichy, hein? Vichy Communauté, si je peux me permettre juste une ultime question, s'il vous plaît, qui concerne les modalités de calcul du taux de tension sur Vichy. Nous avons pu, donc on est un territoire relativement détendu, on a même de la vacance dans le parc HLM. Néanmoins, le taux pivot est au-delà du seuil et ne reflète pas une réalité de territoire. Je m'explique, la tension, elle porte surtout sur des segments, sur des produits de type logement individuel, mais en réalité, il n'y a pas de véritable tension. Donc, est-ce que ces modalités de calcul vont être revues ou pas? Parce qu'il y a quand même quelques... ça nous questionne sur les territoires détendus comme les nôtres. Oui, j'ai entendu parler du cas effectivement de Vichy qui est bien connu de nous, où il y a effectivement, on va dire, une différence entre la perception qu'on a de la tension réelle et la tension mesurée, notamment mesurée au travers des données qui ressortent du SNE, hein, puisqu'en fait, c'est la source, hein, le système national d'enregistrement. C'est exactement ça. Pour l'appréciation de ce taux pivot de 2, hein, puisque en dessous de 2, on est évidemment exemptable pour faible tension. Au-dessus, on ne l'est pas. Donc, je vous confirme que d'abord, ce qui est pris en compte, c'est le taux de tension global, hein, et pas le taux de tension segmenté par catégorie, habitat individuel ou habitat collectif notamment. Ça, c'est un premier point. En revanche, ce que je peux vous dire, parce que sur certains territoires, on l'a constaté, c'est qu'il y a parfois, une surévaluation du taux de tension réel lorsque les attributaires de logements sociaux, et je pense en particulier aux bailleurs sociaux, ne font pas le travail de radiation qui leur incombe. C'est un point très important, et je vous invite vraiment à regarder ça de près avec eux. Ne font pas leur travail de radiation des demandeurs dans le SNE lorsqu'ils leur attribuent un logement. Vous savez que bien évidemment, le SNE étant un système de gestion de la demande, mais pas d'un système de gestion des attributions, un demandeur de logement social, lorsqu'on lui attribue un logement, si personne ne vient, quand on lui attribue un logement, si personne ne vient le radier sa demande du SNE, elle subsiste, elle perdure, et du coup, elle vient artificiellement gonfler le taux de tension, puisque un logement lui a été attribué, alors qu'il est considéré comme demandeur dans le SNE. Donc, je vous invite vraiment à faire un travail, j'allais dire, de nettoyage avec les bailleurs sociaux du territoire de Vichy Communauté, parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs, pour vraiment vous assurer avec eux qu'ils font bien en temps réel ce travail de radiation des demandeurs attribués, parce que s'ils ne le font pas, c'est une cause tout à fait possible de majoration artificielle et donc totalement anormale du taux de tension. Voilà, je vois pas grand-chose. Je vous remercie, c'est une piste intéressante, effectivement. Pour information, une étude approfondie a été lancée par le groupement des organismes HLM du secteur pour essayer de mieux comprendre d'où provenait cette tension et la question de la radiation avait été soulevée. Il faut que je revienne vers eux pour savoir où on en est. Merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, pour conclure, quelques perspectives. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, par principe, les dispositions de la loi 3DS
sont d'application immédiate, donc elles rentrent en vigueur dès la publication, avec néanmoins 2 exceptions à avoir en tête. Tout ce que je vous ai dit sur ce nouveau critère d'exemption pour isolement qui vient remplacer la faible desserte par les transports en commun qui applique un décret d'application. Donc, on va s'attacher à prendre assez rapidement et en fait, le proposer au nouveau gouvernement dès qu'il sera constitué pour que vous puissiez faire à l'échelle des EPCI votre travail de proposition qui demeure tout à fait essentiel. La deuxième exception, elle est beaucoup plus mineure, c'est la nouvelle procédure que j'évoquais relative au contrôle du bon usage du prélèvement par les bénéficiaires de ce prélèvement. Donc, ça peut être dans un certain nombre de cas l'EPCI, pour lequel il faudra aussi une mesure, un décret d'application, mais qui porte beaucoup moins d'impact. Toutes les mesures qui sont relatives aux objectifs triennaux et à la possibilité d'adapter ces objectifs triennaux via un contrat de mixité sociale, de même que les nouvelles modalités d'exemption des obligations et la création de l'obligation en flux dans les communes exemptées pour inconstructibilité, tout ça rentre en vigueur à compter du prochain triennal. Donc, tout ça rentre en vigueur dès le triennal 2023-2025. Du coup, il y a un certain nombre de choses qu'il convient désormais d'anticiper. La première des choses à anticiper, c'est évidemment la préparation de ce triennal 2023-2025, en commençant dès à présent le travail de concertation locale préparatoire au futur contrat de mixité sociale. Alors, on ne sait pas encore combien on en aura, mais on s'attend quand même assez légitimement dès 2023 à avoir plusieurs centaines de contrats de mixité sociale qui viendront abaisser les objectifs triennaux. Donc, ce travail nécessite d'être anticipé et il faut le commencer dès à présent. Et comme je vous l'ai dit, de notre côté, on va s'attacher à mettre en place au moins un guide méthodologique, si ce n'est une instruction ministérielle, le plus rapidement possible. Je peux vous dire aussi qu'on va de notre côté s'attacher à donner des instructions au préfet en anticipation, donc on va dire dès le 2e semestre de cette année, sur les modalités de conduite du bilan triennal 2020-2022, puisque quand même, force est de constater que 3DS vient quand même changer un certain nombre de fondamentaux, même si évidemment, juridiquement, tout ça ne s'applique pas au bilan triennal 2020-2022, mais il y a au moins quand même un sujet de cohérence politique qu'on va s'attacher à faire valoir auprès des préfets. Et puis pour terminer, je vous dirais que de notre côté, après tout le travail qu'on a fait, et d'ailleurs en lien avec la DCF, je le signale à nouveau, pour procéder à ces adaptations de la loi SRU dans 3DS, on souhaite vraiment réussir la mise en œuvre et la réussir avec vous. Et donc, de notre côté, on est également en train de s'adapter et de s'organiser pour mettre en place, dès le milieu de cette année, en fait au plus vite, une mission d'appui nationale, une mission d'appui SRU qui intégrera donc mon équipe à la DHUP, dont la vocation, on a publié les postes d'ailleurs, qui peuvent d'ailleurs peut-être intéresser peut-être ponctuellement certains d'entre vous, auquel cas vous n'hésiterez pas à me le faire savoir. Mais on a publié un certain nombre de postes pour créer cette équipe, cette mission d'appui SRU, qui aura vraiment pour vocation à venir appuyer la mise en œuvre dans les territoires, alors évidemment aux côtés des services déconcentrés de l'État, aux côtés des préfets, de toutes ces nouvelles dispositions et en particulier de toutes ces nouvelles dispositions relatives au contrat de mixité sociale et à leur capacité d'adapter les objectifs triennaux. Voilà. Donc, on a ce souci, évidemment, de réussir à vos côtés la mise en œuvre de ce dispositif qui est vraiment un dispositif, comme vous le savez, absolument essentiel de la politique du logement et qui vient du coup de gagner à la fois en pérennité et en soutenabilité grâce à la loi 3DS. Très bien, merci beaucoup Laurent pour cette présentation claire. On a bien noté qu'effectivement c'est un travail conjoint qu'on veut faire avec vous. Merci aussi à Bruno Leroy de Montpellier et Isabelle Buron de Pau pour leur témoignage. Et puis, je crois qu'on est arrivé au terme de du temps qui nous était imparti. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier. À très bientôt. Merci à tous. Et la présentation, je conclus comme ça, sera bien évidemment mise, redonnée à l'ensemble des participants. Voilà. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, au revoir.